C'est un vendredi soir en ce mois de juillet. Il fait beau et le soleil a laissé sa place à cette heure bleue qui précède la tombée de la nuit. Aux rives du lac, de nombreuses personnes de tous les âges et de tous les styles se sont réunies pour fêter la fin de la semaine. Une majorité s'est réunie dans ce lieu estival éphémère où il y a de la lumière, de la musique et un bar. Un concert bat son plein et les mouvements de danse des plus extravertis attirent sur la piste tous ceux qui n'osaient pas y aller initialement. L'odeur des burgers du food truck enivre peut-être même plus que l'alcool, ce remède qui réchauffe les corps et les tire de leur timidité. Les bribes de discussion se mêlent pour former un agréable fond sonore à mes réflexions. Pour ceux qui travaillent, ils sont probablement venus se changer les idées, voire même fêter l'arrivée du week-end tant attendu. Pour les vacanciers, ce jour est comme les autres jours de la semaine, et ils sont simplement heureux de retrouver ceux qui n'étaient pas disponibles pendant la semaine. Certains se plaignent du boulot, de ce qu'ils endurent avec leurs partenaires. D'autres se réjouissent d'enfin pouvoir sortir et de boire un verre tant attendu. Tandis que d'autres encore se perdent dans leurs discours, lentement embrumés par la quantité des verres bu depuis le début de la soirée. Je les observe et me rends compte des types de personnes présentes ici. Certes, il y a bien une somme d'individualité, mais de cette somme se dégagent plusieurs styles, plusieurs points communs qui lient les uns et qui séparent les autres. Il y a les enfants qui s'amusent entre eux, dans cette tente de ramasser les gobelets consignés perdus afin de récupérer la pièce de 2 francs, récompense immense qui leur permettra de se faire plaisir en achetant une glace ou un autre verre de cola. Les étudiants sont aussi de la partie. Pour certains, ils ont tout juste, ou même pas, l'âge de boire. Pour d'autres, ils sont au milieu, voire à la fin de leurs études. Mais en cette période de l'année, leur tête a oublié les études. Pour une fois qu'ils ne parlent pas de leurs cours, ils ont l'air passionnés de tout. Et puis il y a les autres, le gaillard un peu trop ivre qui renverse le verre de quelqu'un et dont les potes demandent de l'excuser. Les bénévoles trop stressés, les bénévoles qui ne le sont pas assez. Les grands fêtards qui se lâchent sur la piste de danse, les extravagants qui se posent et discutent de sujets divers. Le groupe étrange qui est assis dans un coin sombre et qui ne semble pas échanger un mot pendant toute la soirée. Mais ce qui me fascine, en plus d'essayer de décrypter les types de personnes présentes, c'est d'essayer de les lier à des grandes figures littéraires. Ils ne sont en effet pas nés dans ces dernières années, ces types. Alors explorons ensemble ces personnages. Décrivons-les. Trouvons-leur un alter ego d'un autre siècle, d'un autre monde en tout cas, le monde littéraire. La première figure littéraire qui me vient à l'esprit en pensant à la fête, c'est Jay Gatsby. J'en ai déjà parlé dans ma première promenade littéraire sur les rives du lac, mais la figure est incontournable pour un épisode sur la fête. Mais comme petit rappel, Jay Gatsby apparaît dans le livre Gatsby le Magnifique, écrit par l'américain F. Scott Fitzgerald et publié en 1925. Dans ce livre, on apprend dès le début que Gatsby organise de nombreuses fêtes dans son immense maison. Il est richissime et extravagant. Et dans la période des années folles, le tout est à la démesure. Des concerts, des immenses buffets, des bars, des danseuses, des feux d'artifice, bref, tous les clichés qu'on pourrait attribuer à une fête, mais exagérés. La particularité, voire même l'étrangeté, est que de nombreux personnages ne connaissent que le nom de Gatsby, sans en connaître l'apparence. Ils s'invitent aux fêtes de cet illustre inconnu, uniquement parce que des proches les y ont conviés, ou parce qu'ils connaissent la réputation de ces fêtes. Cette figure, bien particulière, elle est aussi derrière toutes les fêtes auxquelles nous nous rendons. Il vous est sans doute arrivé d'aller à la fête de quelqu'un en étant ce qu'on appelle plus communément le +1. Il y a l'organisateur de la soirée qui est heureux d'accueillir des nouveaux invités. Il se plaint parfois, à la fin de la soirée, en constatant l'état de son appartement. Mais il finit toujours par recommencer, à penser plus grand, plus fort. Finalement, dans tous les lieux dédiés à la fête, il y a cette figure mystérieuse qui plane. Que vous soyez dans un bar, dans une boîte ou dans un lieu éphémère, il y a toujours quelqu'un derrière l'organisation. Plus fugitive que jamais, elle se cache, reste inconnue, et ça nous va bien. On ne cherche pas à en découvrir l'identité, mais juste à profiter de la soirée. Nous ne sommes finalement pas toujours très loin de ces profiteurs que Fitzgerald décrit dans son livre Gatsby le Magnifique. Un roman incontournable qui parle aussi d'un organisateur de fêtes un peu particulier est Le Portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde et publié en 1890. Dans l'une des scènes mémorables du roman, Lord Henry, un ami de Dorian Gray, organise une fête pour son anniversaire. Le romancier profite de cette scène sociale pour illustrer le mode de vie décadent et immoral de l'aristocratie londonienne à l'époque victorienne.
Voici quelques caractéristiques de cette fête. Tout comme dans Gatsby le Magnifique, elle se déroule dans une somptueuse résidence décrite comme étant luxueuse, remplie d'œuvres d'art et d'objets exotiques. Les invités sont cette fois triés sur le volet. Ce n'est que la grande aristocratie influente qui est présente. Il faut s'attendre à des lords, des dames, des artistes, des écrivains et d'autres personnalités. Ceux-ci ne cessent de s'attaquer verbalement les uns aux autres. Les conversations sont provocantes, les comportements scandaleux, ce qui crée une atmosphère électrique. Mais quelle est donc l'importance de cette fête dans le livre ? Eh bien tout simplement que c'est elle qui marque le tournant pour le personnage principal du texte, Dorian Gray. Alors que le jeune homme, considéré comme très beau, était naïf et innocent au début du roman, il se retrouve changé après avoir été confronté à la réalité aristocratique que critique Wilde tout au long du roman. Cette fête en particulier marque le début d'une période de décadence et de dépravation pour le protagoniste. C'est sous l'influence néfaste de Lord Henry que Dorian s'abandonne à une vie de plaisirs immoraux et qu'il se laisse corrompre par ses désirs les plus sombres. Mais c'est grâce à cette fête que nous pouvons voir que la décadence de cet homme n'est pas uniquement due à une part d'ombre intrinsèque au personnage. Au contraire, c'est la société qui l'encourage à devenir ainsi. Et le cas du personnage n'est donc pas isolé, mais il se généralise dans cette satire qui dénonce les méfaits de la fin de siècle. La fête sert de catalyseur pour l'intrigue du roman et met en lumière les thèmes centraux de la beauté, de la morale, de la dualité entre l'apparence et la véritable nature humaine. Alors certes, il semble que cet exemple soit un peu poussé, voire même extrême, mais au final, cet exemple décrit bien nos comportements et nos agissements. Surtout lors de fêtes, nous nous retrouvons confrontés aux façades des personnes, qui nous révèlent le fonctionnement général d'une société ou d'un groupe donné. On peut avoir tendance à se laisser influencer par notre environnement social. Et qui sait, toutes les choses cachées qui se passent lors d'une fête dont nous n'aurons jamais vent. Peut-être même que, en ce moment, quelque part dans le monde, se déroule une fête secrète, comme celle que décrit Oscar Wilde dans Le portrait de Dorian Gray. Bien sûr que la fête est un moyen d'échapper au quotidien, mais à quel dépens ? La fête est bien une réalité, mais est-ce que cette escapade rend notre retour au quotidien plus brutal ? C'est l'une des questions que pose Madame Bovary, écrit par Gustave Flaubert et publié en 1856. Ce roman réaliste qui explore la vie de son personnage principal, Emma Bovary, dépeint la société provinciale de l'époque. La protagoniste est une jeune femme romantique et rêveuse qui se sent étouffée par la monotonie de sa vie de province. Elle s'est mariée avec Charles Bovary, un médecin de campagne qui ne parvient pas à la combler et sa vie est ennuyeuse. Elle aspire pourtant à une existence plus passionnante, à vivre un amour et une vie plus excitants, comme ceux qu'elle a lus dans les romans qu'elle affectionne tant. Emma cherche à combler son ennui et à échapper à la banalité de sa vie en participant à des fêtes mondaines. Elle se rend à des bals, des soirées et des événements pour trouver distraction et satisfaction. Ces festivités lui permettent de s'immerger dans un monde différent, plus élégant et sophistiqué que celui de son quotidien provincial. Et pourtant, ses tentatives d'évasion dans cet autre monde ne font que renforcer son désenchantement. Elle réalise que la vie des romans qu'elle admire n'existe pas réellement et qu'elle ne peut pas atteindre les idéaux qu'elle s'était fixés. Ses aventures dans le monde des fêtards et dans les cercles sociaux raffinés conduisent finalement à sa ruine et à une spirale de dettes et de tragédies. C'est cette illusion perdue, cet échec d'une réalité qui ne restait finalement qu'imaginaire, qui la pousseront dans le désespoir. En parlant d'Emma, Gustave Flaubert décrit aussi un type de personnage. Mais bien plus que d'être cette provinciale qui rêve d'autre chose, la protagoniste est aussi un symbole de la violence que peut accompagner ce choc entre une vie réelle et une vie imaginaire. Les fêtes peuvent être une échappatoire du quotidien, mais elles ne doivent pas être vues comme une échappatoire de la vie réelle. Elles ne la remplacent pas, mais elles la complètent. Ce que nous apprend ce roman est que si nous ne parvenons pas à faire la part des choses entre les deux, c'est le désespoir qui nous attend. Il ne faut pas combler l'un par l'autre, mais plutôt les lier, pour créer un équilibre aussi stable que possible. Lors des fêtes, bien sûr, on observe aussi des couples. Elles sont des lieux et des occasions propices aux rencontres, et cela, à travers le temps. C'est d'ailleurs le cas pour les deux amoureux les plus célèbres du monde, Roméo et Juliette. Cette tragédie, écrite par William Shakespeare, a été jouée pour la première fois en 1597.
La pièce se déroule à Vérone, en Italie, et raconte l'histoire d'amour tragique entre les deux amants, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, issus de familles ennemies. Dans le contexte des festivités, l'histoire de Roméo et Juliette commence lors d'un bal masqué donné par la famille Capulet. Roméo et ses amis, qui sont des Montaigu, décident d'enfreindre les règles et de se rendre à cette fête alors qu'ils n'y sont pas invités. C'est lors de cette soirée que Roméo et Juliette se rencontrent pour la première fois et tombent instantanément amoureux l'un de l'autre. Ce bal masqué est donc une scène mémorable et cruciale dans la pièce, puisque c'est là que l'histoire d'amour tragique entre les deux amants prend son envol. Malheureusement, ou heureusement peut-être, ils ne réalisent pas tout de suite qu'ils appartiennent à des familles ennemies, et leur amour naissant est voué à un avenir compliqué, dangereux, voire même impossible. L'atmosphère des fêtes dans la pièce est éclipsée par la haine ancestrale entre les Montaigu et les Capulet. Les tensions familiales, les rivalités et les querelles conduisent finalement à la tragédie. Les deux amants sont victimes des circonstances et leur amour est mis à l'épreuve par des obstacles insurmontables. Le destin des deux amants est scellé par la haine des conflits familiaux. Cette pièce intemporelle explore les questions de l'amour interdit, des conséquences des rivalités et des divisions sociales. C'est grâce à cet amour tourmenté qui les mènera à la tombe que ce couple est devenu l'un des plus célèbres, non seulement de la littérature, mais aussi de tout notre inconscient collectif. J'espère tout de même pour vous que, si vous trouvez votre âme sœur ce soir, le tout se passera un peu mieux que dans cette pièce de Shakespeare. J'aurais pu vous parler des histoires heureuses, mais il y en a tant. Ça vaut la peine de s'arrêter sur ces tragédies qui peuvent être si émouvantes, qui peuvent tant nous transporter et nous faire ressentir de l'empathie. Nous avons exploré brièvement aujourd'hui différentes figures de fêtards dans la littérature. Il y en a bien sûr tant d'autres que la littérature présente et que l'on pourrait retrouver à chacune de nos fêtes. Nous avons principalement vu des descriptions négatives de la fête, des expériences néfastes, mais c'est bien entendu pour souligner aussi tout le bien qui nous entoure. Ces situations sont bien particulières et très peu banales. C'est aussi pour ça qu'on les lit. Et malgré tout le mal qui est décrit, on se reconnaît parfois, ne serait-ce qu'un petit peu, dans ces personnages si singuliers. Comprendre leur histoire nous permet aussi d'éviter leur destin, et c'est de là que la littérature tire sa grande force. Elle n'est pas que le reflet de l'extérieur, mais aussi de notre intérieur à tous, de ces côtés que l'on réprime. Mais restons-en ici pour aujourd'hui. Il y a encore tant d'aspects à explorer. Si vous faites la fête ce soir, vous penserez peut-être à moi, et vous tenterez d'analyser les types de fêtards qui vous entourent.